beaucoup de lutte. Mais sache que nous répondrons présent à tous les rendez-vous. Miguel, je pense que je n'ai pas besoin de te présenter maintenant. Voilà. Bon, Florian a mis la barre haute. On va essayer de relever le défi. Alors déjà, on n'est pas dans une salle de théâtre, c'est juste pour détendre l'atmosphère, me permettre de prendre un peu la parole, un peu comme ça avant. Si vous avez oublié de mettre votre téléphone sur vibreur, faites-le maintenant, je n'ai pas encore commencé mon discours. Voilà. Alors par contre, le mien, je ne l'ai pas mis sur vibreur, parce que comme je suis d'astreinte, si jamais la police municipale devait m'appeler, il vaut mieux que je sois... Voilà. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, je tiens à remercier tout d'abord toutes celles et tous ceux qui ont affronté le froid pour venir fêter avec nous cette nouvelle année 2013. Merci pour votre présence, merci pour votre et vos soutiens. Nous adressons à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, nos meilleurs vœux pour l'année 2013 qui commence. Permettez-moi tout d'abord, en premier lieu, d'aborder la situation internationale préoccupante et deux événements importants qui se sont passés ces dernières semaines. Vous le savez, l'actualité tous les jours change et nous nous exprimons notre inquiétude devant la nouvelle et grave situation créée par la reprise de la confrontation armée au Mali. L'intervention militaire française comporte de grands risques de guerre et d'enlisement sans véritable solution durable pour le peuple malien et pour la reconstruction du pays. La réponse à la demande d'aide du président du Mali aurait dû s'inscrire dans le cadre d'une mission de l'ONU, de l'Union africaine, réalisée sous le drapeau de l'ONU. La France, ancienne puissance coloniale, ne peut apparaître comme voulant poursuivre les pratiques dominatrices de la France-Afrique. Il y a nécessité de rechercher une solution politique et un dialogue avec les troupes de la rébellion non liées au terrorisme. C'est ce que demandent les résolutions de l'ONU votées dernièrement. Malheureusement, le mois de janvier 2013 a été marqué par l'assassinat de Sakine Kanziz, Fidan Dogan et Leila Soleimez, 3 militantes kurdes. Nous condamnons cet assassinat odieux. Les Kurdes payent à nouveau un lourd tribut à la juste lutte qu'ils mènent pour la reconnaissance de leurs droits politiques et culturels. Permettez-moi de réaffirmer ce soir notre pleine et chaleureuse solidarité avec le peuple kurde et toutes ces organisations qui luttent pour justice et pour la liberté. Mais l'année 2012 a aussi été marquée par un signe positif au niveau du droit international. Je parle là de la reconnaissance du statut d'État membre observateur de la Palestine. Le jeudi 29 novembre 2012 restera un jour historique pour la Palestine qui mène vers la reconnaissance de l'État palestinien et qui rapproche Israéliens et Palestiniens vers une paix juste et durable. C'est le résultat d'une longue bataille des associations et des organisations politiques, comme celles qui forment le Front de gauche. Nous ne pouvons que nous féliciter du vote positif de la France à ce moment-là. Cependant, il reste encore du chemin à parcourir et le peuple palestinien, tout comme les Israéliens qui souhaitent une solution juste, ont besoin de notre soutien. Revenons en France. Alors je sais que Daniel est parti, Daniel Goldberg, député de la circonscription, il m'a fait part de ses excuses. Je lui enverrai mon discours, c'est promis par Internet, puisqu'il ne pourra pas écouter tout ce que j'ai à dire. Voilà, revenons en France. Alors que sévit une crise durable d'une exceptionnelle ampleur, les vœux que nous vous souhaitons vont nécessiter une mobilisation de tous, demander beaucoup de réflexion, d'inventivité, de confrontation d'idées, donnant corps à des actions unitaires. Aucun domaine de la vie de la société n'échappe à l'affrontement qui s'aiguise entre d'un côté l'immense majorité de la population et de l'autre le monde de la finance et des puissants, soutenus en France et en Europe, dans le monde par des institutions taillées sur mesure. Qu'il s'agisse de la santé, de l'emploi, du pouvoir d'achat, de l'éducation, de la culture, de la préservation écologique, de la paix, rien ne peut évoluer dans le sens de la priorité aux êtres humains si, comme c'est le cas aujourd'hui, dominent les intérêts financiers du capitalisme. Ceux-là même qui en permanence surexploitent les populations fragilisées par le recul de leurs droits et la multiplication du nombre de chômeurs. La question du rassemblement de ceux qui sont victimes de cette logique pour la recherche
d'un processus de transformation sociale et écologique devient donc un enjeu crucial. Rassemblement qui devrait, par-delà les différences, mobiliser l'ensemble des forces qui se réclament du changement du progrès. Il y a un an, tous les yeux étaient braqués sur l'échéance des élections présidentielles. L'espoir d'un changement, l'espoir d'en finir avec une politique désastreuse et déshumanisante de cette droite bling-bling, arrogante et sans complexe. Cet immense espoir d'une autre politique, plus de 4 millions de Françaises et de Français l'ont porté sur le candidat du Front de gauche au premier tour des élections présidentielles et qui ont permis de chasser Sarkozy au deuxième tour. Ne l'oublions pas. De même, les élections législatives qui ont suivi portaient l'espoir d'une gauche à l'Assemblée. Je tiens à renouveler ce soir le salut fraternel à ceux et à celles qui se sont engagés dans ces campagnes à Aulnay pour donner de la force au vrai rassemblement de gauche, celui qui, avec les gens qui veulent s'approprier les clés de la société, trop souvent confisquées par le pouvoir de l'argent. Alors merci aux femmes et aux hommes de gauche, militants, adhérents ou compagnons de route, qui à Aulnay ont tenu le drapeau rouge du Front de gauche. Qu'en est-il de cet espoir plus de 6 mois après que le Parti socialiste ait conquis tous les pouvoirs? Comment le Parti communiste, membre du Front de gauche, ses militants, ses élus, peuvent-ils réagir face à la déferlante des plans de licenciement annoncés, face aux orientations prises par le gouvernement Ayrault? La posture des communistes ne serait celle d'une opposition stérile et recroquevillée? Non, certainement pas. Nous n'attendrions que l'échec de la politique gouvernementale? Non, résolument non. Que les choses soient claires, nous ne souhaitons pas enfiler les habits du renoncement. Pour sortir de la crise, nous croyons nécessaire et possible de rompre avec les logiques de la finance. Évidemment, nous savons également que nous ne pourrons obtenir le changement seul, tant réclamé par la population. C'est pourquoi il convient de se rassembler et que le peuple de gauche se mêle de ses affaires. J'en profite pour lancer un appel à celles et ceux qui, compagnons de route, souhaiteraient rejoindre le PCF dans cette bataille. N'hésitez pas, ce combat a besoin de toutes les intelligences et les militants de notre parti vous accueilleront en toute fraternité. Je m'égare un peu, mais pas tant que ça. Revenons à la situation sociale. L'augmentation du chômage, des plans de licenciement, les fermetures d'entreprises continuent. Nous savons qu'une nouvelle avalanche de plans sociaux s'annonce et que cette nouvelle année, parce que l'argent érigé en maître de l'humanité domine tout, détruit tout, sans jamais tenir compte ni des valeurs humaines, ni de la nécessité de redresser le pays, en partant des atouts dont il dispose, au premier rang desquels la valeur et les compétences de ses salariés, manuels et intellectuels, de ses chercheurs, de sa jeunesse impatiente. Florian a largement illustré ce propos avant moi. Jeunesse impatiente de montrer tout ce qu'elle recèle en elle. PSA, Sanofi, Florange, et hier, l'annonce de Renault sonne comme autant de désastres économiques et humains annoncés. Face à cette course effrénée au profit et aux dividendes, l'État serait impuissant à faire fléchir les grands patrons. La solution d'un autre modèle plus écologique a pourtant été depuis longtemps, depuis de longues années, évoquée par les salariés et le PCF, entre autres. J'ai fait une confusion, mais ça reviendra plus tard. Aulnay est de plein fouet touché par cette logique. L'usine PSA annonce une fermeture pour 2014. Beaucoup a déjà été dit sur ce sujet. Je le répète ici encore, nous sommes opposés à cette fermeture qui est le fruit d'une accumulation de mauvais choix pour l'entreprise, d'investissements tardifs, de course au profit. Les milliards dorment dans les caisses de PSA et c'est les salariés qui vont subir les conséquences du choix des dividendes plutôt que de l'investissement dans l'outil industriel. Or, la négociation des conditions du plan social laisse transparaître une réalité bien crue. Qu'il s'agisse de licenciements secs, de mutation vers une autre usine du groupe, ou d'une hypothétique réindustrialisation du site d'Aulnay, la direction de PSA n'accompagnera qu'à minima les salariés d'Aulnay et ne leur offre pas la garantie de retrouver un emploi. Pourtant, l'usine produit le véhicule de Citroën le plus vendu. Les salariés y sont bien formés et ont des compétences reconnues. L'usine est rentable. De plus, selon l'estimation du cabinet d'expertise Secafi, le coût de la fermeture de l'usine d'Aulnay s'élèverait à 250 millions d'euros, pour une économie annuelle de 58 millions d'euros. Nous demandons
à PSA d'investir les profits générés par les salariés dans le maintien de l'usine d'Aulnay et son développement, plutôt que de les consacrer à la destruction d'un outil industriel et au sacrifice de l'avenir de ses salariés. L'État a non seulement baissé le pavillon, mais a de surcroît octroyé en octobre dernier une garantie de 7 milliards d'euros à la filiale financière de PSA. C'est en substance ce que disaient les salariés rassemblés ce midi sur le parvis de la préfecture à l'occasion de la marche pour l'emploi en Seine-Saint-Denis, lancée à l'appel de 6 organisations syndicales. Marche à laquelle participaient les élus communistes d'Aulnay-sous-Bois et auquel j'ai pu retrouver d'autres élus d'Aulnay aussi sur place. Aujourd'hui, le site d'Aulnay pourrait accueillir Idégio Logistique pour 500 à 700 emplois. Le compte n'y est pas, en termes de qualification, ni en termes de rémunération. C'est la casse de la filière industrielle automobile qui est en jeu pour répondre à la mondialisation. On ne peut l'accepter. Qu'en est-il pour les emplois induits qui vont disparaître? Pas un mot. Plus que jamais, la solution de la poursuite de la construction de la C3 jusqu'en 2016 et de la réindustrialisation du site est d'actualité. Ce matin, à midi, dans la manifestation, nous faisions signer un appel de 52 personnalités politiques, syndicales, associatives, appel de large rassemblement demandant que d'autres alternatives au licenciement existent. Le Parti communiste met à votre disposition cet appel au fond de la salle que vous pourrez signer ce soir. Les salariés ont d'ailleurs choisi, je parle des salariés de PSA, en Assemblée générale, mardi, d'entamer une grève reconductible avec occupation contre un plan de licenciement et de fermeture d'usines inacceptable. Nous renouvelons notre soutien aux salariés, y compris dans la forme de lutte qu'ils choisiront eux-mêmes. J'en profite, parce qu'on parle des formes de lutte, pour faire une petite digression. Les parlementaires du Front de gauche ont fait une proposition de loi d'amnistie des syndicalistes auprès de l'Assemblée nationale. Nous vous invitons à signer aussi une pétition de soutien à cette proposition de loi. Vous savez que le grand patronat va de plus en plus vers la pénalisation de l'action syndicale, et donc voilà, les parlementaires du Front de gauche font cette proposition pour que tous ceux et celles qui sont pénalisés et attaqués en justice pour des actions syndicales puissent être amnistiés. Alors, comme le propose le MEDEF, adoubé par des syndicats minoritaires, la solution serait à chercher dans une plus grande flexibilité du travail.